Le pape François appelle à faire taire les armes en 2025 et à annuler la dette des pays pauvres. Dans son discours de fin d'année, celui-ci estime qu'il est temps d'instaurer la paix dans le monde. Les conflits ont assez duré. Tels étaient les propos du pape François lors de son allocution de fin d'année. Ces propos s'adressent aux pays en guerre, aux zones en crise, mais également aux pays développés qui infligent aux pays pauvres, selon lui, des dettes faramineuses. Il les incite d'ailleurs à les annuler afin que la paix règne dans le monde et que la justice puisse être constatée. Que valent ces paroles du pape François en 2025, alors même que plusieurs zones sont en crise et que l'économie mondiale vacille? On en parlera dans ce programme matinal informatif. En deuxième partie, nous parlons des institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, les Nations Unies. L'Afrique sera-t-elle valorisée en cette année qui démarre? C'est l'interrogation principale qui sera sur cette table lorsque nous discuterons de cette thématique. Pourquoi en parler? Car les pays africains ont soif de souveraineté, de liberté, mais surtout voudraient s'exprimer et s'imposer sur la scène internationale. La communauté dite internationale permettra-t-elle au continent africain de se mouvoir sur cette scène en 2025? Eh bien, on en parlera dans ce programme. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. C'est la deuxième sortie de cette année 2025. Bienvenue à tous. Et merci de nous retrouver à nouveau ce matin dans le cadre de ce programme matinal informatif, je le disais tout à l'heure. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Ils sont fidèles également, ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. Je dirais bonjour à Albert Anatole, ici, habitué de nos plateaux télé et studio radio. Il est d'ailleurs le consultant permanent de cette émission. Merci d'être là. Bonjour Albert Anatole. Bonjour Madame Bégoudé. Je vous souhaite les meilleurs pour l'année nouvelle, tout en espérant que ce sera vraiment bon pour tous les Africains. Je parle de bonnes nouvelles, comme ça a été le cas depuis 2020, 2021, 2022 et jusqu'à 2024. Je salue l'Afrique, je salue, n'est-ce pas, les Africains de Mayotte, je salue les Africains de la Nouvelle-Calédonie, de la Guadeloupe, de la Martinique, je n'oublie pas ceux de la Polynésie française, je salue le top management. Quand je l'ai dit, Madame Bégoudé, le 31 décembre dernier, nous avons suivi beaucoup de discours de chefs d'État africains et étrangers. Mais par contre, il y a une annonce qui nous a été faite par un chef d'État africain. Je parle de Côte d'Ivoire, celui de Côte d'Ivoire, qui nous a annoncé le départ de l'armée française au plus tard à la fin de ce mois de janvier. J'ai suivi les différentes réactions relativement à cette annonce forte pour certains, mais il faut prendre beaucoup de recul. Parce qu'ailleurs, le gouvernement français discute du chronogramme. Comme ça a été le cas du côté du Niger, ça a été le cas du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté de la République centrafricaine, du côté du Tchad. Mais, paradoxalement, du côté d'Abidjan, il n'a pas été question de discuter du chronogramme. C'est le chef d'État qui nous annonce qu'avec toute la logistique conséquente, tous les milliers d'hommes qui sont mobilisés de ce côté-là, ça va se passer en quelques semaines. Je crois qu'il s'agit, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. Déjà, il ne s'agit pas d'un départ total et définitif des militaires français, c'est pour le préciser. C'est une partie des militaires français qui va libérer le territoire ivoirien. Plus d'une centaine de militaires vont rester. Alors la question c'est de savoir, ceux qui vont partir vont se redéployer de quel côté? Vont-ils retourner du côté de la France ou vont-ils se redéployer du côté du Bénin voisin, du côté du Gabon, du côté de Djibouti? Dans tous les cas, nous avons le devoir d'ouvrir une enquête là-dessus pour être un peu plus, j'ai envie de dire, plus informés sur le développement des événements, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que les Africains, c'est des gros naïfs, comme ils l'ont toujours pensé, parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude de le dire,
le principe, ce n'est pas qu'il y ait qu'une base française quitte d'un territoire africain pour se déployer sur un territoire africain. Il est question que ces bases militaires étrangères quittent le territoire africain. C'est ça, et c'est la condition sine qua non d'une sorte de retour en grâce pour certaines puissances. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être là, Albert Anatole Aïssi. On reçoit également Henri Atangana qui est avec nous ce matin, analyste et également habitué de nos plateaux. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à monsieur Albert Anatole Aïssi. Merci de m'avoir invité pour cette nouvelle année. J'espère que c'est bon présage. Je dis bonjour à toute la famille panafricaniste. Je dis bonjour à mon autre copanéliste que vous allez présenter. Et je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité sur Foyou Média Africain. Et merci d'être là avec nous. Nous en sommes honorés. Madame Linda Labaroui est également avec nous ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous, à toute votre équipe de For You Media Africa, à vos invités, à toute l'Afrique. Et je souhaite encore une fois une bonne année à tout le monde et une bonne et heureuse année à toute l'Afrique. J'ai une petite réponse à monsieur Albert. Actuellement, la France est en train de négocier avec le Cameroun pour transférer ses soldats. Voilà. Et quand je donne des informations, généralement, elles sont vérifiées. Ça ne veut pas dire que le Cameroun a accepté. Voilà. Merci Linda Labaroui, merci d'être là ce matin. Albert Anatole Aïssi, vous voyez le Cameroun accepter une telle proposition? Déjà, nous restons sur la brèche. Il est hors de question que des mercenaires quittent des territoires pour se déployer là où justement il y a ce front uni contre l'invasion des territoires africains par les armées étrangères. Je pense que les autorités camerounaises sont suffisamment édifiées, sont plus informées que nous, je le pense, de la menace que représentent des militaires étrangers sur nos territoires. J'ose croire qu'ils sont en transit, comme ça a été le cas, des contingents qui est parti du Niger pour le Tchad, du Tchad pour le Cameroun, en ce qui concerne la logistique, qui devait passer par voie maritime. J'ose croire qu'ils sont en transit. Si ce n'est pas le cas, je crois que ce sera un précédent qu'ils vont créer. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je salue mes copanélistes, notamment M. Henri Atangana, Mme Labaroui. Je leur renouvelle, n'est-ce pas, mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Les vœux les meilleurs pour cette année 2025 à tous. Parlons à présent de sujets d'actualité. Nous en parlons en accueil de cet appel du pape François à annuler la dette des pays pauvres, mais aussi à faire taire les armes en 2025. Une déclaration, encore une incitation qui n'est pas nouvelle, il faut le rappeler. Le pape François a l'habitude dans son discours de fin d'année d'appeler à la paix dans le monde. Cette fois-ci, il met l'emphase sur la dette des pays pauvres, à un moment où Haïti, par exemple, réclame le remboursement de la dette de l'indépendance de son pays. On démarre avec vous, Monsieur Henri Atangana, en parlant de ce sujet. Le pape François, lorsqu'il appelle à faire taire les armes, on se souvient de ses différents déplacements ou encore ses rencontres et ses coups de fil avec certains pays ou encore certaines autorités des pays en crise comme la République démocratique du Congo par exemple, ou encore d'autres zones dans le monde où se vivent des conflits. Henri Atangana, que vaut réellement l'appel du pape François à faire taire les armes en 2025? Oui, je vais essayer d'être tempéré tout en étant sévère. C'est-à-dire ce genre d'appel du pape, c'est pas la première fois qu'on les entend. On a quasiment ça depuis, je ne sais plus quoi, Monsieur Benoît, il y a eu Benoît, il y a eu, je crois, Paul quelque chose. Je ne les retiens pas par cœur parce que je suis chrétien de façon, par filiation. Mais j'ai eu la chance que mes parents me laissaient toujours la liberté, comme ils disaient. Je crois, si je veux. Alors, je n'ai pas trop développé cet aspect-là. Mais enfin, du point de vue politique,
je regardais quand même et j'entendais ces messages. Et je me posais toujours la question, que valent ces messages-là et qu'est-ce qu'il a fait pratiquement, en pratique, depuis, disons, depuis les indépendances? Pratiquement rien. On a toujours ces messages, le pape qui vient en Afrique pour essayer, parce que la majorité des populations dites chrétiennes sont dans les pays sous-développés, dont le pape a besoin de ses adhérents. Et il a besoin de faire semblant de faire attention à ses adhérents. Parce que très très souvent, quand on est dans des difficultés, le réflexe d'attendre un miracle est là. Et là, présent, on se dit que ça peut s'arranger par un miracle, quand on se sent dans l'impuissance. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de pays, et même pas seulement la raison, parce que beaucoup de personnes d'origine africaine, parce que les personnes d'origine africaine sont naturellement spirituelles. On n'a pas entendu, quand vous lisez derrière l'Ancien Testament, vous allez retrouver beaucoup de choses du livre des morts de l'Égypte antique. Si vous allez dans les pyramides, vous allez voir Adam, Ève et le serpent. Vous allez voir toutes ces métaphores-là qui existent dans la culture noire. C'est la raison pour laquelle nous sommes très très sensibles à la foi, beaucoup plus que les autres peuples du monde. Parce que c'est en nous depuis, mais alors des millénaires. Et il faut rappeler en passant que ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Torah, encore que la Torah n'est pas tout l'Ancien Testament, la Torah, je crois que c'est 5 livres de l'Ancien Testament. Les autres livres de l'Ancien Testament ne se retrouvent pas là. A beaucoup puisé là, dans l'Égypte antique. Je vous dis que vous allez les pyramides et tout, vous allez voir, même d'ailleurs, je me souviens d'une émission de M. Mutunde qui décrivait la prière Notre Père qui est aux cieux, gravée en hiéroglyphe dans les livres antiques. Et il disait, apprenez à lire ça, comme ça vous allez comprendre à quel point même cette prière-là, Notre Père qui est aux cieux, est vieille. Quand je dis vieille, il faut comprendre pour que le christianisme, parce que c'est de ça que le pape parle, le christianisme est supposé être né après Jésus-Christ. Vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas être chrétien avant la naissance du Christ. Ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas de chrétiens sur terre avant Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est supposé être né en l'an 0, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Avant ça, il n'y avait pas le christianisme. Ce qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait la Torah, qui est une photocopie, comme je dis, des croyances spirituelles africaines. Dans le livre des morts, la Torah est très inspirée du livre des morts, le fait d'être mort, de ressusciter, d'aller au ciel, voilà. Et c'est d'ailleurs le Messie qui est attendu par les Juifs, qui est devenu le Messie chrétien. Je rappelle en passant que les chrétiens ne sont rien d'autre que les Juifs qui ont cru que Jésus est le Messie qu'ils attendaient. Et les autres qui ont pensé que c'est un imposteur sont restés juifs. C'est quand même souvent important de faire un petit rappel historique pour qu'on sache de quoi on parle. Et le christianisme va donc naître après l'an 0, c'est-à-dire après l'an 0. C'est pour ça qu'on parle d'ère chrétienne. Voilà. Donc depuis là, si vous regardez l'histoire, vous allez voir l'implication de l'Église chrétienne, par exemple, dans la traite transatlantique, qu'on appelle aussi traite négrière. Et puis après, qu'est-ce qu'on a eu droit de la part de l'Église chrétienne? C'était les excuses. Maintenant, il demande d'annuler les dettes. J'ai l'impression que lui devrait demander les réparations. Parce que les dettes ne sont pas là au hasard. Il y a eu esclavage, il y a eu colonisation, il y a eu néocolonisation. Je crois qu'annuler les dettes, ce n'est pas suffisant. Il faudrait réparer. Réparer les préjudices, les crimes qui ont été commis à l'endroit des populations africaines. Et il y en a eu beaucoup. Donc, annuler les dettes, parce que ce ne sont même pas les dettes. Thomas Sankara le disait toujours, ces dettes sont illégitimes, sont immorales. Mais en plus, réparer. Parce que tous ces pays se sont construits sur le sang des Noirs. Tous ces pays sont construits par l'esclavage. À l'époque, il n'y avait pas encore l'industrialisation, dont l'énergie, c'était le sang et la sueur des Noirs. Vous savez, il n'y avait pas encore le pétrole comme énergie. Donc l'énergie, c'est-à-dire ce qu'on commercialise aujourd'hui comme pétrole,
qui est un indicateur de la croissance d'un pays, c'était la quantité d'esclaves qu'il y avait. C'était ça l'énergie. Donc je crois que ce n'est pas suffisant quand il parle d'annulation des dettes. Et la dette, je vous en avais parlé ici, ceux qui nous suivent, faites toujours attention aux mots dette. Faites attention aux mots dette. Pour ne pas rester très longtemps, je vais juste rappeler le plan Marshall. Avant le plan Marshall, souvenez-vous, Keynes, les économistes, quand Keynes disait que la dette que les Européens ont contractée vis-à-vis des États-Unis pour la Première Guerre mondiale était d'aller nous reconduire à la guerre. Et 2 années après, les Européens n'arrivaient pas à rembourser la dette. Après la Deuxième Guerre mondiale et le plan Marshall. Après, maintenant, nous avons les dettes qui sont bilatérales ou du fonds, parlons des plus importants, c'est-à-dire de la Banque mondiale. Parce que le Fonds monétaire international, il vient prêter de l'argent parce qu'il y a des problèmes pour éviter des risques systémiques. La dette. N'oubliez pas que la monnaie a ce qu'on appelle un pouvoir libératoire. Tant qu'on vous a dette, vous êtes esclave. Quand vous payez, vous êtes libéré. Donc méfiez-vous toujours des dettes, surtout quand elles viennent des impérialistes. Soit par là. Merci à Henriette Tangana pour ce premier jet sur la question. On retrouve Linda Labarui sur le même sujet. Le pape qui, lui, appelle à faire taire les armes à Gaza, en République démocratique du Congo ou encore en Ukraine, par exemple, estimant qu'il faut aujourd'hui un cessez-le-feu définitif dans les guerres. Il faut aujourd'hui au monde vivre la paix en 2025. Peut-on prêter importance, mais aussi sincérité à cet appel du pape François dans son discours de fin d'année, quand on sait les rapports à l'Afrique avec bien sûr avec l'Église catholique? Écoutez, c'est le pape qui nous doit de l'argent, c'est le Vatican qui doit de l'argent à l'Afrique, c'est pas l'inverse. Il faut qu'on comprenne une chose, que l'Afrique était chrétienne bien avant l'Europe. Et une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, eh ben, on pourra avancer avec tous ces salopards de négriers, de génocidaires. Jésus n'est pas né ni à Berlin, ni à Paris, ni à Londres. Jésus est né à Nazareth. Nazareth, c'est près de l'Afrique. Donc, les Coptes ont existé bien avant que les Européennes commencent à s'intéresser à un Dieu, ni à se développer, ni à parler d'une soi-disant civilisation qui n'a jamais existé. Il n'y a pas de civilisation européenne. Il y a modernisme, il y a tout ce qu'on veut, sauf une civilisation. Il faut qu'on aille sur le dictionnaire, voir dans le dictionnaire c'est quoi une civilisation. L'Europe s'est modernisée. C'est ça. Le pape, c'est quoi? Pour les orientaux, ce sont les croisés. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des croisés. Ils ont adopté, les Européens ont adopté une religion et ils se sont carrément appropriés une religion et un messie pour en faire un business. Tout simplement, le Vatican est un business. La dernière chose que le Vatican a fait, c'était au moment de la décolonisation, ça beaucoup ne le savent pas, au moment de la décolonisation, on prend l'exemple de la France. La France a transféré les biens qu'elle s'était appropriés dans 26 pays qu'elle a colonisés et elle les a transférés au Vatican et à Caritas pour ne pas les laisser aux Africains ou en Asie, aux Asiatiques pour qu'ils en profitent. C'est la dernière chose que le Vatican a pillé de l'Afrique. Si le pape veut faire taire les armes, ce n'est pas aux Africains qui viennent dire ça. C'est à ceux qui allument la mèche et qui donnent les armes. Et pour le moment, l'Afrique ne fabrique pas d'armes, donc ces armes viennent de quelque part. Tout ça, c'est une hypocrisie. Et encore une fois, il y a une différence entre le chrétien que nous avons en Afrique, qui a la foi et qui va à l'église, et entre ce Vatican qui a été fait par des croisés. Et les croisés ne sont pas des chrétiens, ce sont des businessmen.
On a fait un business d'une religion et le pape, il est à la tête de ce business, tout simplement. Il s'adresse aux Africains, pourquoi? Nous sommes le continent le plus romantique, on réfléchit avec le cœur. Les Africains ont du cœur, et ça, c'est pas depuis hier. Encore une fois, si l'Africain n'a pas développé des armes, parce que l'être humain ne développe que les produits dont il a besoin, c'est parce qu'il n'y avait pas de guerre chez nous, on ne se battait pas à coups de matraque, comme ils le faisaient en Europe. Il y avait pas, ils ont transféré toutes les guerres qu'il y a eu depuis la Pax Romana où les Européens se sont entretués, et ben ils ont ramené cette politique sur le continent parce qu'ils la connaissent bien, c'est eux qui l'ont créée. Ils se battent entre eux. La dernière fois qu'ils se sont battus, c'était récemment, en 39-45, et ils nous disent la guerre mondiale. En quoi nous étions concernés, nous? Pourquoi c'était une guerre mondiale? Parce qu'ils ont honte de dire que c'était une guerre européenne. Et si on compte depuis Napoléon, c'était la 3e en son genre. Au nom de quoi? Au nom de qui? Toujours au nom des religions. Parce que le pape, encore une fois, il représente une sauvagerie créée par des croisés. Quand les rois partaient en croisade, ils venaient en Afrique, ils venaient aussi au Moyen-Orient. C'était soi-disant pour la chrétienté, alors que la chrétienté est née au Moyen-Orient. Alors, il faisait ses croisades au nom de cette chrétienté, alors que c'était pour le pillage. Nous y sommes encore, et aujourd'hui, que les Européens sont en train de perdre du terrain. Quand je dis les Européens d'Amérique avec eux. Hein. Donc aujourd'hui, parce qu'ils savent que les Africains, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, ils ont la foi, et ben, il vient pour essayer de les amadouer. Tout simplement. Comment se fait-il que cette France qui a fait la révolution contre un roi et une église, hein, cette armée qui s'est constituée contre le roi et contre l'Église vient en Afrique pour évangéliser les gens? Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est complètement contradictoire. Ils sont pas venus nous civiliser par une religion qui était déjà là. Saint Augustin est né en Afrique du Nord. C'est le saint des saints de ces blancs-là. Il est né en Afrique du Nord. Donatos le Grand est né en Afrique aussi. Ils viennent nous apprendre une religion qui était déjà là et qui est partie de l'Afrique vers chez eux. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des croisés. Nous, en Afrique, nous avons des vrais chrétiens qui vont à l'église parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils croient en Dieu. Les églises en Afrique sont remplies, sont pleines. Les églises en Europe, elles sont vides. On est en train de transformer les églises en discothèques actuellement. Donc, le pape, il nous rembourse l'argent de tous ceux qui ont été transférés, hein, puisque c'est lui qui bénissait l'esclavage. Il faut d'abord qu'il rembourse l'Afrique pour qu'il vienne nous parler des dettes. Merci. Merci à vous également, Madame Labaroui, Albert Anatole Aïssi. Que pensez-vous aujourd'hui, en 2025, des siècles plus tard, de cet intérêt de l'Église catholique, du Vatican particulièrement, pour les pays pauvres qui seraient endettés un peu trop au goût du Vatican, mais aussi de cet appel à la paix mondiale, c'est-à-dire partout dans le monde, alors que des conflits ne cessent de jaillir comme des champignons dans le monde. Madame Bigoudé, chaque fois qu'il est suscité une thématique qui implique l'Église catholique, je suis toujours très embêté. Je ne voudrais pas heurter la foi des chrétiens catholiques, mais les éléments d'analyse que je vais mettre en perspective sont à la fois factuels et historiques. Pour qu'on puisse comprendre clairement à qui nous avons affaire. Lorsqu'on parle d'Église catholique romaine, il faut être très précis, on parle du Vatican. Et il y a 3 puissances qui gouvernent le monde. Vous avez la puissance militaire,
ça se trouve du côté de Washington, avec l'État profond. Vous avez la puissance financière, ça s'appelle la Cité de Londres. Rien à voir avec la ville de Londres. C'est également l'État profond. Et vous avez le Vatican. Comme tout le monde le sait, c'est un petit État au sein de l'État, de notre État, mais qui est plus riche que cet État que nous connaissons. Et il faut également clairement indiquer que le Vatican est au cœur du système international. Il n'y a aucune décision, mais alors aucune décision qui peut être prise dans le système international sans l'implication ou les consultations avec le Vatican. C'est important de le dire. Et il faut également préciser que l'Église catholique, c'est une association. Une association, tout à l'heure, Henri Attan l'a indiqué, qui est au cœur du génocide le plus que le monde n'ait jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Il faut également indiquer clairement aux téléspectateurs que l'Église catholique romaine et le pape Nicolas V, le 8 janvier 1454, ont légitimé la traite négrière et l'esclavage. Le pape Nicolas V a demandé dans une lettre qui peut être consultable sur Internet, a instruit le roi Alphonse, le pape Nicolas V a instruit le roi Alphonse du Portugal d'engager une croisade contre les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains et les païens sur le territoire africain, en commettant des dépossessions, des razzias, entre autres. Alors, c'est un crime que aucun peuple n'a jamais connu par le monde. Je n'ai pas souvenir que par rapport à ces différents crimes commis par l'Église catholique sur les Africains, le Vatican a un jour demandé pardon. C'est-à-dire demander pardon pour ça. On va parler dans les considérations d'ordre de réparation. C'est en 2000, je crois que c'est en 2003 que certains évêques africains ont pris sur eux de demander pardon au nom de l'Église catholique romaine pour les crimes commis par le Vatican. Je crois qu'il y a un problème là. Il y a un très gros problème. C'est-à-dire que c'est le Vatican, le pape Nicolas V, pape, il est assis au Saint-Siège, c'est lui qui organise et planifie les croisades contre ce qu'ils ont appelé Sarrasins et des païens sur le territoire africain. Mais, quelques siècles plus tard, ce sont des évêques africains qui demandent pardon au nom du Vatican. Il y a un problème. Il y a hiatus quelque part. La fortune du Vatican est évaluée à plusieurs milliards de dollars. C'est une autorité morale. C'est ce qui s'est dit, d'après ce qui s'est dit. Mais sauf que le Vatican ou le pape n'est pas une autorité morale très vertueuse. Puisque le Vatican fait bien le business avec les Rothschild, les Rockefeller, nous savons quelles sont les activités de ces 13 familles partout dans le monde et à qui le pape fait allégeance. Le pape fait allégeance aux Rothschild, aux Rockefeller et consorts. C'est important de le dire. Donc, et en plus de ces crimes historiques que j'ai convoqués, il y a des événements qui se passent, qui sont factuels au sein de l'Église catholique au moment où nous tenons cette émission. L'homosexualité des prêtres, la pédophilie au sein de l'Église catholique. Oui. Puisqu'ils ont quelquefois l'arrogance de s'immiscer dans les affaires des autres, alors qu'ils devaient d'abord commencer par balayer devant le propre cours. Oui, oui.
C'est ça l'Église catholique. Les religieuses qui sont enceintes par des prêtres, c'est ça. Il faut savoir l'Église catholique. Je crois que vous avez lu un livre qui a été écrit par un journaliste, Sodomia. Ça devrait vous édifier, il faut vous lire ce bouquin. Sodomia. C'est-à-dire l'homosexualité au sein du Vatican. Voilà des gens qui, chaque dimanche, portent des soutanes, n'est-ce pas? Ils viennent délivrer la parole de Dieu aux ouailles. Quelquefois, à la fin, n'est-ce pas, de l'homélie, on vous exige des offrandes faramineuses. Parce qu'il ne faut jamais déposer moins de 500 francs dans le panier comme offrande. Et c'est l'Église catholique romaine qui est l'une des églises les plus riches au monde. Je ne sais pas si vous connaissez, faites un peu un tour dans la ville du Douala où nous sommes. Faire l'inventaire du patrimoine de l'Église catholique. Du point de vue de l'éducation, du point de vue, n'est-ce pas, de la santé, du point de vue, n'est-ce pas, des banques. Parce qu'ils en ont. Ils en ont. Ils en ont. Mais, qu'est-ce qu'ils en font? Vous partez voir un prêtre, un pauvre qui va voir un prêtre, qui a faim, on lui donne une bénédiction. Alors que vous avez faim. Je crois que nous avons affaire là à des contradictions très blâmables. Pour revenir à la thématique où le pape justement prêche, n'est-ce pas, d'annuler la dette des pays du tiers-monde. Et pour que des pays, n'est-ce pas, du tiers-monde, c'est-à-dire en africain plus généralement, plus globalement, je crois qu'il faut d'abord que le Vatican ramène le produit des pillages, des expropriations commis par l'Église catholique depuis avant 1494, avant le 8 janvier 1454 sur le territoire africain. Il faut d'abord ramener tous ces objets de pillage. L'or qui a été pillé dans les razzias, dans les campagnes des razzias, les diamants, bref, il y a eu des accaparements de terres par l'Église catholique, c'est important de le dire. Maintenant, lorsqu'il parle de paix, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que le Vatican est au cœur du système international. Le Vatican ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant des projets de l'OTAN et des Américains en Ukraine. Le Vatican ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant des projets d'Israël, du côté de Gaza, du côté d'Iran, de la Syrie, du côté du Yémen, entre autres. Le Vatican ne peut pas nous le dire. Le Vatican ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant des projets de recolonisation du continent africain. Donc, ce qui fait que, au regard de ces éléments à la fois historiques et factuels que je viens de... Enfin, une partie, parce que ce n'est pas exhaustif, que je viens de mettre en perspective dans mon analyse, la voix du Vatican n'est plus audible. Elle ne saurait être audible parce que j'ai envie de dire, la soutane du Vatican n'est plus pure. La soutane du Vatican n'est plus du tout pure. Du coup, ça absout, ça dissout, j'ai envie de dire, ça dissout sa voix. Ça dissout son plaidoyer. C'est important parce que avant, quand vous voulez demander quelque chose, vous voulez poser un acte, soyez irréprochable. C'est ce que dit la Bible qui lit. Vous devez être un modèle. Soyez un modèle. Je n'ai pas le sentiment qu'en tant que bon souteneur, il est un modèle. Au regard de ses fréquentations, je vous ai parlé des 13 familles, notamment les Rothschild, à qui il fait allégeance, les Rockefeller. De ce point de vue, Madame Bigoudé, on n'a pas besoin de la voix du pape pour demander, pour décider de ne plus payer cette fameuse dette coloniale, soit dit en passant. Merci à vous, Albert Anatole Haïssi. Merci également à Henri Atangana et à Madame Labaroui pour leur expertise apportée. C'était donc le sujet d'accueil. Nous allons discuter ensemble de notre sujet principal. Nous parlons particulièrement de la présence et de la représentation de l'Afrique au sein des institutions internationales, de la représentation, mais pas que, aussi de la valorisation de ce continent au sein de ces institutions
institutions. L'Afrique est par exemple représentée au sein du Fonds monétaire international avec plusieurs voix gagnées, la nomination d'un nouveau représentant et quelques autres voix. Parlons de la Banque mondiale. Le continent africain y est également représenté au sein des pays membres. Par exemple, 3 directeurs exécutifs africains sont aux affaires à la Banque mondiale. Et en ce qui concerne les Nations Unies, par exemple, on peut aussi parler des sièges non permanents qui ont été proposés aux pays africains au sein du Conseil de sécurité. On se souvient que l'Algérie vient de prendre siège, par exemple, de ce côté-là. Mais est-ce réellement suffisant pour valoriser le potentiel africain au sein de ces institutions internationales? On en parle avec vous sur ce plateau. Henri Atangana, que valent déjà les sièges accordés au continent africain au sein des institutions que je viens de mentionner, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Nations unies, avec des directeurs qui sont aux affaires, au nombre de 3, que ce soit à la Banque mondiale ou encore au Fonds monétaire international, c'est le cas. Que valent ces représentations si le monde a toujours l'impression, ou du moins l'opinion africaine a l'impression qu'elle n'est pas entendue? C'est-à-dire qu'il faut d'abord regarder ce que ça vaut, ces postes-là. Si vous observez très très bien dans les pays européens, c'est dans ce genre d'institutions qu'on recase anciens ministres, voilà, tous ces tralala, hommes politiques qui ne sont pas reconduits. Ça leur permet de vivre une vie confortable. Sans grosse responsabilité. Parce qu'évidemment, on n'aime pas beaucoup quand quelqu'un a été ministre et qu'il se retrouve au chômage en train de remplir le CV, un CV pour envoyer dans une société. La première chose. La deuxième chose aussi, c'est que parfois, un ministre a eu accès à des informations importantes. On ne veut pas trop qu'il y ait de misère. Donc c'est là-bas on recase tous ces gens-là. D'ailleurs, ils s'entendent toujours entre pays pour savoir qui on nomme. Pourquoi est-ce que je le dis? Je dis qu'en fait, parce que c'est les gens qu'on recase dans ce genre de choses n'ont pas vraiment un pouvoir de décision. C'est des grands postes, mais ils n'ont rien à dire. Je vous vois mal comme directeur général de la Banque mondiale en train de vous opposer à la volonté du chef d'État américain. Je vois mal, comme même, je prends même le cas de quelqu'un qui est directeur général du FMI en train de s'opposer à la volonté du chef d'État américain, quel qu'il soit. Vous n'allez pas rester là 2 jours en plus. C'est la même chose pour toutes les autres institutions, parce qu'il y en a tout plein là. En fait, ce sont des institutions qui sont des outils pour la manipulation du monde, pour le contrôle du monde. Si vous ne comprenez pas ça, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. J'ai peur que ces gens-là jouent le même rôle. C'est exactement, je vais donner un parallèle pour que les Africains comprennent très bien. Quand l'organisation de l'Union africaine est née, vous avez vu beaucoup de grands hauts fonctionnaires africains là-bas. Et si on vous demande ce que cette institution a apporté, vous n'allez pas beaucoup voir. Quand vous regardez les institutions, par exemple, au niveau africain, comme ce qui est qualifié de banque d'émission, c'est-à-dire la BEAC et tous les tralala qui vont avec la Banque des Comores et celle d'Afrique de l'Ouest, qui sont supposées être des banques d'émission. Il faut bien comprendre la différence entre une banque d'émission et une banque commerciale, pour comprendre mon propos. Voilà. Ils ne jouent pas ce rôle. La première chose que la BEAC n'a pas le pouvoir de donner le taux directeur, c'est qui est le pouvoir monétaire d'un État. Donc quand on parle souvent du franc CFA, il y a plusieurs aspects comme celui-là. En réalité, vous avez un machin, et qui sont là? C'est les Africains. À la BEAC, ce sont les Camerounais. Bon, en général, comme ils sont dans des institutions internationales, leurs salaires sont 3-4 fois les salaires locaux, au salaire de ministre. Vous comprenez qu'ils préfèrent parfois leur confort, ils se battent même pour que l'institution reste. Et c'est eux qui viennent souvent nous dire, vous vous souvenez, celui qui nous avait dit que le franc CFA est bien,
pour nos pays, c'est stable, ça évite l'inflation. Vous vous souvenez de ce chef d'État-là? Il est encore en poste en Côte d'Ivoire. Vous avez envie de lui demander si, du haut de ses diplômes d'économie, s'il sait ce qu'on appelle l'inflation. Si oui, ceux qui ne sont pas nés de la dernière averse comme moi, on dit par ici que ceux qui sont nés des neiges d'antan, ont connu le Cameroun à l'époque, je crois dans les années... il y avait la j'étais très très jeune à l'époque, il y avait la Coupe d'Afrique, je ne sais pas aller voir, où on pouvait aller avec 10 francs CFA manger dans un restaurant. 10 francs CFA. C'est à l'époque, dans les années 1975, où un fonctionnaire gagnait 15 000 francs CFA. Alors si le monsieur estime qu'il n'y a pas d'inflation, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il est manipulé. Je ne sais pas si vous imaginez la folie qu'il y a eu, inflationniste qu'il y a eu depuis ces moments-là. Je parle bien d'après 1960, d'après même où il y a un rapport de valeur entre le franc CFA. Je rappelle souvent aux gens que le franc CFA était plus fort que le franc français avant 1960. Quand vous alliez avec un franc CFA en France, on vous donnait 2 francs français. C'était ce qu'on appelait l'ancien franc. De Gaulle va faire réévaluer le franc français pour passer au nouveau franc, au franc lourd, le 1er janvier 1960, après avoir signé les accords où les pays africains déposent toutes leurs devises au Trésor français. 100%. Je rappelle que pour interpréter mon propos, il faut se rappeler qu'à l'époque, nous étions à l'étalon or. C'est important de rappeler ça. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui où nous sommes dans un autre type d'étalon de la monnaie. L'étalonnage de la monnaie dépend de sa demande dans les marchés financiers. Enfin, voilà. Donc, c'est la première chose. Donc, dans ces institutions, ces gens-là, ils font les politiques des chefs d'État de l'OTAN, que ce soit Banque mondiale. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux soulever, c'est pourquoi chez nous, Africains, les gens aiment souvent qu'on se contente de médiocrité. C'est comme ça qu'on est passé de l'esclavage à la colonisation. On vous dit, mais maintenant c'est mieux. La colonisation a fait ses massacres. Et quand on a voulu se battre pour les décolonisations, on est passé du colonialisme au néocolonialisme. En disant que, contentez-vous du néocolonialisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis sûr que beaucoup développeront mieux que moi. Quand on crée l'ONU, nous, on n'est même pas des États indépendants. On s'en contente. Aujourd'hui, on parle de places non permanentes. Waouh! Pourquoi eux, ils ont des places permanentes et nous pas? Qu'est-ce qui fait le déséquilibre entre... Qu'est-ce qui fait que nous en avons nous-mêmes conscience d'une infériorité qui fait qu'on nous propose des basses responsabilités et on accepte? Pourquoi tout un continent aurait des places non permanentes sans droit de veto? En fait, on est en train de vous dire que vous n'avez rien. Désolé d'être catégorique. Bon, maintenant, il y en a qui vont me faire des philosophies de savoir, voilà, c'est un peu mieux que blablabla. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je ne suis pas un poète de la chose. Je suis un praticien des choses. Je regarde en pratique comment ça se passe. Je n'en fais pas la poésie. Je constate qu'il y a tout un continent où les gens vous disent « Ok, on va vous considérer en vous donnant des sièges non permanents. » Pourquoi non permanents? Sans droit de veto. Et alors, on sert à quoi? Et comme ça, on va encore passer 50 ans avec des conneries. Et dans 50 ans, on va recommencer les luttes pour être enfin considérés d'égal à égal. Et là, on nous aura blousé. C'est exactement comme on s'est rendu compte après les soi-disant indépendances. Et maintenant, on se rend compte qu'on n'a jamais eu les indépendances. Et on continue à se battre aujourd'hui pour être indépendant. Et qu'on n'est représenté nulle part. Et c'est la même chose, c'est le même topo. On nous explique qu'il y a des institutions. Les institutions internationales, ne vous leurrez pas. Ça n'a pas été fait pour qu'il y ait justice. Ça a été fait pour contrôler le monde. La Banque mondiale a pour rôle d'endetter le monde.
C'est son rôle premier. Le FMI a pour rôle, là je vous récite pas ce qui est écrit dans le livre, ce que j'appelle une analyse. Le FMI a pour rôle d'éviter des risques systémiques. À partir du moment où une monnaie, une devise devient internationale, en cas de faillite d'un pays, il y a ce qu'on appelle, c'est ça qu'on a connu en 2008 quand on a allé au secours des banques. Éviter le risque systémique. Parce que les banques sont liées. Donc la faillite d'une banque, par exemple, entraîne la faillite de tous ses créanciers. Mais pas seulement ses créanciers, mais tout le monde qui est dans cette banque-là perd ses comptes. Et tout le monde qui est dans cette banque en Europe, par exemple, ben, la majorité des gens ont des crédits hypothécaires, des prêts pour acheter des voitures. Vous imaginez, on en parle à milliards. Dans une grande banque, c'est comme ça. Les clients, ils ont des prêts. Donc si la banque fait faillite, les particuliers font faillite. Dès que les particuliers font faillite, ceux qui ont vendu les voitures à tous ces particuliers qui sont des voitures payées par crédit, parce que la société européenne vit à crédit, font faillite. Les prêts hypothécaires pour payer leur maison qui ont des crédits de 30 ans, ceux qui ont prêté cet argent, les établissements, les assurances font faillite. C'est le système qui s'effondre. C'est ça qu'on appelle un risque systémique. Vous comprenez très bien qu'au niveau d'un État, quand un État fait faillite, il y a beaucoup de risques systémiques. Et quelqu'un qui fait de sa monnaie la monnaie internationale, c'est ça. Et ce que je vous dis, ce n'est pas ce qu'ils apprennent aux gens dans les livres. Je fais une analyse. C'est le but du Fonds monétaire international, venir au secours des pays qui ont un risque de faillite. Parce que ce risque, ben, par exemple, si un pays fait faillite, alors qu'il y a ce pays a acheté du matériel américain, imaginez l'Ukraine en train de faire faillite maintenant. Avec tout ce qu'on lui a donné de l'argent, tout l'argent qu'on a donné pour le matériel militaire, tout ça. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire la faillite. Okay. La faillite, c'est que je ne peux plus payer, on prend la décision de tout annuler. Et ça se répercute vers les autres pays. Et c'est le rôle du FMI. C'est pour ça que quand il vient souvent, il vient aider à donner de l'argent pour qu'il n'y ait pas ce risque systémique. Et ça vient du fait que le dollar est une monnaie internationale. Il fallait absolument créer ces établissements. Et la Banque mondiale, elle a le rôle de venir vous dire « je vous soutiens dans les grands projets, mais en réalité, vous apporte des endettements dans lesquels vous allez rester infinitivement comme ça. Les pays otaniens vous contrôlent financièrement et le temps, c'est l'aspect militaire. Quand vous ne faites pas comme ils veulent, eh bien, vous avez des bombes. Vous prenez Roosevelt qui parlait de la politique du big stick policy, la politique du gros bâton. Speak softly, but use a big stick. Un Américain, quand il vous parle toujours gentiment. Mais si vous ne faites pas ce qu'il a envie, il vous frappe dessus avec une violence que vous ne soupçonnez pas. Donc, pour sortir de là, arrêtons de nous contenter des postes soi-disant avec on ouvre aux institutions, avec des postes non permanents. Ben non, on a droit aussi à des postes de permanents. Là, il faut réorganiser l'ONU, parce que ces trucs ont été créés avant que nous soyons indépendants. OK. Je sors par là. Merci, merci. Pourquoi venir? Justement, merci Henriette Tangada. Madame Linda Labaroui, qu'on retrouve tout de suite pour discuter également de cette question, la représentativité, mais aussi la valorisation des pays africains au sein des institutions internationales. Est-elle possible avec sincérité, avec considération, à l'aune de ce qui est constaté en ce moment même? Je citais d'ailleurs tout à l'heure le niveau de représentation au sein du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et aussi des Nations unies, pour ne citer que ces institutions-là, Madame Labaroui. Ben, tout le bras de fer, il est dans la représentativité, justement. Les Africains ont refusé, l'Union africaine, elle a refusé catégoriquement les 2 places que Biden voulait accorder aux pays africains. Le dossier est clos. C'est terminé. C'est-à-dire soit 2 places avec un droit du veto, soit rien du tout. Ce qui est bizarre, c'est les 2 pays où il y a Africom et Syntcom, l'Égypte et le Maroc, qui étaient contre justement que l'Afrique exige 2 places au niveau de l'ONU. Ils étaient contre. Après, c'est eux qui voulaient accepter ces 2 places où il n'y avait pas de veto.
Donc l'affaire, elle est déjà close. Les Africains, ils veulent la modification. Justement, ça rassure. Je vais envoyer à M. Atangana ce qu'il faut pour qu'il comprenne un petit peu le dossier. Les Africains demandent la modification totale de ce qui a été fait à l'ONU, puisque le droit du veto, ce que nous avons appris quand on suit ce dossier, ça a été fait provisoirement. C'est du provisoire qui dure depuis 85 ans. Donc, soit on élimine totalement le droit du veto, soit on donne à l'Afrique 2 places avec un droit du veto. En plus, il y a la justice ce que les Africains exigent, c'est qu'il y ait la justice qui prenne le dessus. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer à Gaza. Tous les pays ont voté pour un cessez-le-feu. Il y a les États-Unis qui lèvent le droit du veto. Moi, je suis contre le cessez-le-feu. Donc, ce n'est plus à un pays de décider pour les autres pays. Il n'y a que l'Afrique qui peut aller dans ce sens-là. Le monde arabo-musulman, nous voyons bien, ils sont complètement, ils sont pas dans cette scène. Ils sont pas là. En plus, le plus gros PIB des pays du Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite. La monnaie est rattachée au dollar. Ça veut dire que s'il n'y a plus de dollars, l'Arabie Saoudite, elle n'est plus là non plus. Tout l'argent qu'ils ont accumulé, il ne valera plus rien. Les Émirats arabes également. Les Africains, ce qui est une faiblesse aujourd'hui, demain, ça fera une force. Puisque l'argent, les pays qui sont soumis au franc CFA, il suffit qu'ils créent leur monnaie. Et cette monnaie va valoir quelque chose parce qu'elle sera rattachée à l'or et elle sera pas rattachée ni au dollar ni à l'euro. On en finira avec ça. Maintenant, concernant les autres institutions, on donnait aux Africains juste un poste pour être comment je peux dire ça, juste pour être représenté, mais ce n'est pas des postes influents. Et les Africains, ils sont en train de travailler pour suivre ce qui se passe à l'Union africaine, surtout à Paix et Sécurité. Paix et Sécurité, ça a été fait par les Africains et financé par les Africains également. Ça n'a rien à voir avec ce qui est financé par l'Europe ou l'argent qu'on reçoit des États-Unis, des aides. Donc, on va vers, soit on casse Bretton Woods, soit on crée notre monnaie. On prend l'exemple du Niger. Le Niger, le projet du gazoduc, il y a une bonne partie, c'est l'Algérie qui a mis l'argent sur la table, et le reste, il manquait un bout pour ne pas qu'il y ait la France qui soit concernée, ni les Allemands, puisque c'est eux qui voulaient être concernés par ce gazoduc et donc laisser leurs militaires pour sécuriser les gazoducs. C'est la Banque africaine qui a mis l'argent sur la table. Et c'est de l'argent purement africain. Donc la Banque africaine, elle commence à financer des projets en Afrique et des projets 100% africains sans qu'il y ait une implication du reste du monde. Ni la Chine, ni la Russie, ni le reste. Ça reste des projets africains pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. D'où l'histoire que l'Algérie avait mis $1 milliard pour sécuriser le Sahel. C'était l'une des conditions des États-Unis pour ne pas intervenir dans le Sahel avec ses armées pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Donc c'est de l'argent aussi africain. Et nous sommes à ça aujourd'hui. Les Africains ne sont plus en train de demander, ils sont en train d'exiger. Et puis s'ils n'y arrivent pas, eh ben, on va tout casser, on fera les choses entre nous. Et réellement, moi je suis ce qui se passe, surtout Paix et Sécurité, ils se sont réunis récemment. Et c'est cette réunion qui a donné justement la résolution 2767 pour ne pas que les Africains avec les Israéliens interviennent en Somalie. Ils voulaient nous ramener une force américaine et puis israélienne et française en Somalie. La résolution 2707, elle a bloqué ce projet et c'est des forces africaines qui vont sécuriser la Somalie. Et puis les soi-disant djihadistes là, des terroristes qui sont là, eh ben ils vont repartir. Aujourd'hui, il y a une guerre mondiale. Nous sommes concernés, certes, par cette guerre mondiale parce que tout le monde veut venir en Afrique. La vraie bataille, c'est pour étendre leur hégémonie en Afrique. Et quand je dis eux, je parle également de la Russie, de la Chine, de l'Iran.
de la Turquie, c'est des pays qui cherchent leur intérêt. Donc leur intérêt, c'est qu'ils soient présents en Afrique. Sauf que l'Africain d'aujourd'hui n'est pas l'Africain d'hier. On a accès déjà à l'information. Nous avons des chaînes aussi comme la vôtre qui permet à la jeunesse africaine de comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y a tous ces intervenants qui donnent de leur temps aussi pour venir chez vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, ces grandes puissances ne veulent pas déstabiliser l'Afrique, puisque s'ils veulent continuer eux aussi à exister, il ne faut pas qu'il y ait une guerre en Afrique. Certes, il y a des conflits militarisés, mais c'est pas généralisé, c'est pas toute l'Afrique qui est concernée. La preuve, c'est que quand on voit les pays du Sahel, on a réussi à stabiliser la situation. Et cela aussi par le travail de l'Union africaine et de paix et sécurité, on a réussi à stabiliser. Si ça se propage, c'est tout le continent qui va être touché. Ce qui se passe au Soudan déjà, c'est assez. On essaye actuellement, le paix et sécurité essaye de stabiliser. Justement, c'est le premier dossier que l'Algérie a déposé aux Nations Unies, comme elle a un mois là où elle siège. Pour calmer les ardeurs des Émirats arabes qui fournissent les armes à tout le monde. Donc, on est en train d'aller vers tout ça. Et pour tranquilliser tout le monde, les 2 sièges que veut nous accorder les États-Unis, eh ben, le dossier est déjà clos, on n'en veut pas. Soit nous avons la même parole que les autres, soit il n'y a rien du tout. Et puis les Russes avaient proposé de construire un nouveau monde, les Russes et les Chinois, avec les Africains et avec leurs pays alliés. Il faut aussi savoir, je vais terminer avec ça, qu'il y a quelques années, ni les Russes ni les Chinois n'étaient avec les Africains, parce qu'eux, ils ont le droit du veto, justement. Ils sont dans la décision. Sauf qu'aujourd'hui, les États-Unis mènent une guerre contre la Russie, et puis la guerre est déclarée aussi contre la Chine au niveau économique. Donc ces deux puissances, pour qu'elles puissent continuer aussi à être puissantes dans le monde, si elles n'ont pas l'Afrique avec elles, elles n'auront rien du tout. Donc aujourd'hui, la chose a changé et l'Afrique, ça va être le continent de demain, sauf qu'il ne faut pas donner aux Américains et à leurs alliés, les Otaniens, là, il ne faut pas leur donner l'occasion que les guerres se propagent un peu partout sur le continent. Et il faut que les projets aussi soient financés 100% par les banques africaines ou par des pays africains. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui. Et avant de retrouver Albert Anatole ici sur le plateau, on nous annonce un appelant au téléphone depuis le Niger. Bonjour, bienvenue. Je veux souhaiter bonne année à tous les auditeurs et de tous les travailleurs de Forum Média. Vraiment, je suis content avec vous. Vraiment, vous êtes en train de faire les fiertés de l'Afrique. Vous êtes les meilleures télé du monde aujourd'hui. On est fiers de votre travail. Même les jours de fête là que vous avez travaillé, vraiment, je suis content avec vous. Quand le problème de sièges non permanents en Afrique, on ne devait même pas accepter ça. Même l'Afrique même doit sortir cette organisation mafieux-là. L'Afrique doit, à 54 pays, nous-mêmes, on n'a pas gagné 5 places. On devait gagner 5 ou bien 4 places. Quand Madame de Labaroui est en train de dire qu'Algérie a déposé $1 milliard pour la sécurité du Sahel, c'est faux. Algérie est en train de financer le terrorisme au nord du Mali. Tout le monde est en train de vivre. Tous les terroristes qui ont fui au nord du Mali, ils sont entretenus avec l'Algérie. Il ne faut pas qu'elle n'a qu'à venir mendier avec nous tout le temps. Vraiment, elle n'a qu'à voir dire la vérité des fois. Elle est vieille. Il ne faut pas qu'elle n'a qu'à venir nous mendier tout le temps. Vraiment, ça nous fait choquer le cœur. Madame Labaroui, tout le temps, elle vient dire faire le commandeur de l'Algérie. Or, ça ne vaut même pas. Avant hier seulement, le gouvernement malien a fait communiquer. L'Algérie est en train de soutenir les terroristes. Où est Mamadou Digo aujourd'hui? Plus d'1 an, il est à Algérie. Il y a des Agali.
tous les terroristes maliens, chefs de terroristes qui a fui au nord du Mali, ils ont Algérie. Algérie est André Teni. Comment il va financer 1 milliard de dollars pour sécuriser le Sahel? Il n'a qu'à sécuriser. Algérie même en train de demander les Mali de négocier avec terroristes. Pourquoi Algérie n'a jamais négocié avec ces Kabylie-là? Elle a tué combien de personnes à Kabylie? Il y a combien de Maliens tous les terroristes là qui sont au Mali depuis 2012, ils ont traversé où pour entrer au Mali? Ils ont traversé à l'Algérie. Ce n'est pas Niger qu'ils ont passé. Il n'y a pas de frontière entre Mali et la Libye. C'est l'Algérie qui l'a entretenu. Il ne faut pas qu'elle n'a qu'à venir nous mentir. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas votre nom, mais je vous proposerai de ne pas traiter nos analystes et panélistes de menteurs. Chacun apporte les détails qu'il peut, justement, pour poser sa pierre sur l'édifice. Merci d'être passé par ici. Est-ce qu'on reste au téléphone ce matin? On nous annonçait un autre appel. Oui, bonjour, bienvenue. Oui. Bonjour. 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 Vous me recevez? Bien, merci. Vous êtes en direct. Ok, merci, Bégoudé. Je vais parler de votre première thématique là. La première thématique sur le pape François là. Voilà. Je pense que c'est un bon sujet. Ce qui est, moi je peux dire, pourquoi c'est maintenant que le pape il vient demander pardon aux Africains, mais en réalité c'est l'antéchrist qui est là. Moi je vais aller plus loin pour dire que le pape, il lui a attrapé la main dans le sac. Il y a eu un combat. C'est passé là, ça s'est passé à la CPI. Parce que depuis que le monde est monde là, c'est eux qui sont au cœur de tout ce qui est guerre. Comment un homme de Dieu peut être aussi riche que ça? Comment un homme de Dieu peut être aussi riche que ça? Ils ont tout. Mais elle n'habite pas de l'antéchrist. C'est le Vatican. Donc, Babou Laurent, étant un historien, il est parti à la CPI. Et lors de son procès, il y a le pape Benoît XVI qui a démissionné. Qu'est-ce qu'il a vu? Et puis il a démissionné. Babou a montré qui est le pape. Et il demande au pape de se soumettre et de demander pardon aux Africains et de rétablir tout ce qu'ils ont gâté. Voilà Donald Trump qui vient au pouvoir en 2025. Le monde a été changé. Donc, c'est maintenant que le pape sort. Pas parce qu'il a envie de sortir, mais c'est parce que ça s'impose à lui. Parce que quand tu attrapes le chef bandit, la main dans le sac, tout ce que tu lui demandes de faire, là, il le fait. Donc, Babou est sorti de la CPI sans qu'il y ait un témoin. C'est qu'il y ait un témoin. C'est qu'après qu'ils l'ont libéré. Parce qu'il a attrapé le chef bandit. C'est lui qui place tous les présidents dans le monde entier. Même avant qu'on ait élection, c'est lui qui dit telle personne qui doit passer, telle personne doit être candidat. Voici comment le monde est géré. Donc, si vous le voyez, il sort, il demande pardon aux Africains, il va rétablir, il va faire telle chose là. C'est lui le chef bandit. Donc, le combat est gagné, le monde a changé. Donald Trump vient au pouvoir là, il n'est pas dans les groupes. Ça veut dire que quand tu n'es pas avec eux là, ils font tout pour te faire tomber, mais soyons vigilants. Ils vont revenir. C'est clair dans la Bible, ils vont revenir. Ils vont trouver autre stratégie pour revenir faire la guerre. C'est ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous également pour votre apport ce matin. Nous avons ouvert le standard afin de vous permettre de vous exprimer sur les thématiques proposées ce matin. Nous restons au standard alors. Allô, bonjour et bienvenue. Ok. Bonjour à tous les panélistes. Je vais intervenir dans le débat. Linda de Arbaoui, c'est notre tante. Il n'a qu'à faire pardon. Quand il vient sur le plateau, il n'a qu'à essayer de nous dire la vérité. On ne veut pas le manque de respect dire qu'il ment.
Mais lui aussi, quand il vient là, il ne faut pas essayer de soutenir l'Algérie. Maintenant, on ne peut pas cacher quelque chose. Tout le monde a son téléphone, tout le monde a des informations. Tous ces terroristes-là, ils sont où? Ils sont hébergés en Algérie. Le moment de l'attaque de 15 Watel, là, ils ont tué les soldats maliens avec les soldats russes, plus de 40 et quelques. Mais le lendemain, l'Algérie est sortie du pays, les terroristes ont attaqué les soldats algériens. C'est faux. Ils ont été frappés par les Maliens aux frontières de Tchédawatel. Ils étaient avec les terroristes. Il y a nos frères qui sont là-bas. Ils nous ont appelé dire que est-ce que Mali fait la guerre avec l'Algérie? Nous, on dit non. Puis dans l'hôpital, là, ils ont amené ces soldats algériens pour les soigner. Et puis quand il vient là, Algérie, panafricain d'Algérie, là, il fait ça dans leur bouche. Mais sur le terrain, ils ne font pas ça. Nous sommes tous des Africains. Pourquoi on va se manquer de respect? C'est que lui, il est venu nous dire là. Nous tous, on connaît déjà. Nous, on vit dans le Sahel. Lui, il ne peut pas laisser là-bas. Chaque fois quand il vient là, il veut défendre l'Algérie. Il va défendre l'Algérie comment? Tout le monde voit ce que l'Algérie fait sur le terrain. Quand il vient là, même si tu es algérien, première fois tu es africain, tu dois défendre. Si tes gouvernements fait quelque chose qui n'est pas bon, tu viens seulement, tu dis la vérité. Mais tu ne peux pas prendre seulement l'information des généraux algériens là, si tu viens nous manipuler avec ça, on n'accepte pas. On ne veut pas te manquer de respect. C'est la vérité. Mais pourquoi l'Algérie est toujours derrière les terroristes là? Le moment où ils ont attaqué le bateau de Tombouctou là, plus de 100 et quelques morts. Et puis ils ont publié sur leur site que c'est eux qui ont fait. Et même l'Algérie dit qu'il ne faut pas, on va les appeler terroristes. Comment on ne va pas les appeler terroristes? Ils font l'acte de terroriste et puis ils publient sur leur page. Quand on les appelle terroristes, l'île avec son gouvernement dit qu'il ne faut pas, on va les appeler des terroristes. Mais ce sont des Maliens. Et que leur problème même, ça regarde l'Algérie. Ce ne sont pas des Algériens, ce sont des Maliens. Pourquoi l'Algérie même veut parler à leur place? C'est même si c'est arrivé avec le Maroc là-bas. Il est là en train d'aider aux côtés du Maroc. C'est même si c'est arrivé faire au Mali. Les palabres qui est au Sahel là, c'est les palabres de couleur. On va dire la vérité. C'est du racisme qu'ils sont en train de faire. Ils veulent que les pauvres blancs là prennent toutes les régions là, commander comme ce qui se passe en Algérie, comme ce qui se passe au Mauritanie. Ils voulaient faire la même chose au Niger. Ils ont posé Bazoum là-bas. C'est comme ça qu'ils veulent faire dans toutes les sous-régions là. Mais ça ne va jamais marcher. C'est la guerre de couleurs. On ne veut pas dire ça dans les plateaux africains, mais c'est la guerre de couleurs qui est là. Lui, il n'a qu'à faire pardon, on lui demande pardon. S'il vient sur les plateaux, nous ne sommes pas des idiots. On connaît ce qui se passe. En Africain d'Algérie, là, c'est tout sa bouche. Après ça, là, Algérie, c'est un vrai ennemi du Sahel. C'est un vrai ennemi. C'était ma contribution d'aujourd'hui. Merci et bonne journée. À vous aussi, bonne et excellente journée. Merci d'être passé par ici et d'avoir apporté de votre participation. On reste toujours au standard, nous avons encore quelques minutes. Allô, bonjour. Oui. Bonjour Madame Begoudé. Je voudrais dire bonjour à M. Tangana et dire bonjour à Troisa et Madame Linda. Et vous dire bonne année aussi, bonne année 2025 à tous. Pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, c'est réellement important. Et ce que je veux dire, c'est que le thème de ce matin que vous avez mis là, il faut dire que l'Église catholique romaine a été fondée par Constantin Chlore. Et c'est le bras séculier spirituel du moins, le bras spirituel de la domination mondiale. Voilà. En son temps par les Romains. Parce que les Romains étaient des gens qui étaient des pilleurs, qui cherchaient à gouverner le monde. Et même l'Église, sa base est Israël. En son temps, au temps de Jésus, il se trouve que ces gens-là ont fait des grands massacres en passant par Hérode et autres. Et de là, Constantin Chlore, par la ruse, a créé
l'Église catholique romaine. Voilà. Et il se trouve que Rome, aujourd'hui, est devenu un État dans un État. Par le pillage aussi de l'Égypte ancienne. Tout ce qui est des papyrus, ils sont où aujourd'hui? Sont à Rome. Donc, tout ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, ils ont une seule pensée. Depuis leur père jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire chercher à aller dans le monde et piller. Ils sont nés, en tout cas, ils ont leur pensée, ils sont nés dans le pillage. Toutes leurs ressources, c'est le pillage. C'est pour cela qu'à chaque fois, même entre eux, ils faisaient la guerre et ils continuent de faire la guerre entre eux. Les Africains noirs ne sont pas des gens qui sont des belliqueux. Et c'est pas même les Arabes qu'ils ont pu rentrer en Afrique par l'esclavage. Parce que les Arabes sont des esclavagistes. C'est eux qui achetaient les Noirs et qui les vendaient. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, en tout cas, le monde n'a pas changé. Pour eux, pour nous, Africains, ils veulent que nous soyons des gens qui ne peuvent pas se développer. Et c'est pour cela qu'à tout moment, ceux-là, ils nous regardent pas comme des hommes, mais comme des cafards. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire, à tout moment, ils peuvent nous écraser comme ils veulent. Et ils ont créé l'Église catholique, le bras spirituel de leur mouvement, et la City de Londres, c'est-à-dire le bras financier, et la politique par le bras militaire, par les puissances militaires. Mais aujourd'hui, avec le réveil de l'Afrique, où nous sommes en train de chercher aujourd'hui à avoir une puissance militaire, ça leur fait peur. C'est pour ça que dans le Sahel, par exemple, les 3 pays du Sahel, par cette petite puissance militaire qui est en train de se mettre en place par cet embryon, ça fait peur à tous ces gens-là qui réfléchissaient, en tout cas autrement, sur les pays africains. Parce que moi, je ne peux pas considérer les pays du nord de l'Afrique, c'est-à-dire les Méditerranéens, comme des Africains. Parce que eux, ils ont été les précurseurs de l'esclavage en Afrique, qu'on le dise ou non. Madame Linda est sur votre panel, elle ne peut pas me dire que c'est faux. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous sentez dans les propos des gens de l'Afrique du Nord, les Africains. C'est-à-dire quand ils voient des Noirs, pour eux, c'est des Africains. Mais eux, ils ne sont pas Africains. Le président de Tunisie l'a dit, le président Tebboune lui-même le dit souvent, les Marocains le disent, et tous ceux qui sont de l'Afrique du Nord disent cela. Même le président égyptien, lui, il dit ça tout le temps dans ses discours. Donc, pour nous, Africains, aujourd'hui, cette petite partie de l'Afrique qui est restée noire, c'est là que se trouve l'Afrique. Voilà. Et s'il y a lieu, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une unité de l'Afrique noire pour que nous puissions être un pays puissant, parce que nous détenons 46% des ressources mondiales. Et c'est ça qui fait l'appétit de ces gens-là et qui veulent être sur notre continent. C'est-à-dire aller piller nos ressources et que nous ne puissions rien avoir. C'est à cause de cela qu'il y a les terroristes et tous ceux qui sont aujourd'hui en train de vadrouiller en Afrique. Voilà le problème. Merci. Voilà. Et je voudrais m'arrêter là. Et nous pourrons développer ça plus tard dans d'autres panels. Merci beaucoup, madame, et bonne journée. Merci également à vous. Je pense que nous poursuivons. Nous avons Marc au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Marc, vous êtes inaudible. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Ok. Bonjour, madame. Bonjour. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Je suis M. Ambroise. Je vais intervenir un peu à votre débat. Je vous remercie
de m'avoir laissé un peu là. D'abord, moi, je commence par la culture africaine que nous avons. Parce qu'on ne peut pas nous inventer. Parce que moi, je n'appelle pas ça une création. L'Église, c'est une invention totale. Voilà. 2 ou 3 personnes, on voit ici. Nous avons, en Afrique, ici, on avait déjà des scientifiques qui étaient présents depuis des millénaires, parce que l'homme noir est la première personne. Voilà. Et on avait des scientifiques ici, et à travers ces scientifiques-là, on vient nous voler nos connaissances, pour nous inventer des livres. Et aujourd'hui, on nous impose ces livres. Voilà. Et à travers ces livres, aujourd'hui, vous voyez, bon, quand je prends des églises évangéliques, parlons des églises qui sont devenues des lieux disons, de bazar. Voilà. Tout en oubliant que l'Africain, c'est sa culture. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Européens ni des Asiatiques. Nous sommes des Africains. Nous avons une culture. Il va falloir que cette Afrique-là revienne à sa culture, recommence à zéro, à cette culture que nous avons laissée depuis des minutes. Voilà. Aujourd'hui, on nous prend quelqu'un qui est au sommet. Le Vatican est un pays qui est classé parmi les pays les plus riches, mais qui ne vaut même pas à un grec. Ça veut dire à une petite partie de l'Afrique, où toutes ces ressources-là sortent pour pouvoir développer ce Vatican-là. On nous met une personne devant qui est tout en boubou blanc et qui nous explique ce qui doit se passer. Mais nous sommes des Africains. Nous devions revoir notre culture. Nos parents nous ont appris des choses. Et que nous devons nous concentrer là-dessus. Voilà. Voilà. Venons sur le côté terroriste. On se lève un bon matin, on crée un groupe, parce que quand on regarde des différents panels sur, comment on appelle ça, on nous parle de ces personnes-là qui sont quittées en Libye. Voilà, et c'est par la Libye qui se sont étendues sur le territoire africain, et comment on appelle ça, disons des frontières, pour attaquer. Mais tout ça, c'est fou. C'est fou. Comment se fait-il que des personnes qui vont quitter en Libye et qui sont déjà nombreux, qui peuvent attaquer partout? Non. C'est des personnes qui ont été formées à toutes pièces. Voilà. Qui ont été formées à toutes pièces. Et cette colonie-là, ils veulent nous détruire toujours. Il va falloir qu'on se réveille. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de djihadistes. Les mêmes terroristes sont nous qui se levons, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Tu ne peux pas te lever, tu n'es pas d'accord avec. Si tu n'es pas d'accord avec un grand frère dans la cour, tu deviens son rebelle. Vous allez vous attaquer. Mais si tu es d'accord avec ton grand frère dans la cour, vous ne pouvez pas vous attaquer. Et c'est ce que l'Afrique doit voir. On doit passer par ces 3 pays-là qui ont essayé de s'unir, et je remercie beaucoup. On va passer par eux. L'Afrique puisse se trouver. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne voulons pas le mal de quelqu'un. Nous voulons le mal de l'Afrique et le bien de l'Afrique. Et que l'Afrique soit prospère. Personne ne doit venir en Afrique, venir imposer les droits de veto sans les Africains eux-mêmes. Ce sont les Africains qui doivent voir comment il faut faire cette Afrique-là pour devenir une Afrique meilleure pour ses enfants, pour ses petits-enfants et pour tout. Voilà, c'était un peu ça. Je vais vous laisser et puis bon, prochainement, je vais intervenir. Merci à vous d'être passé par ici et d'avoir contribué à notre programme. Nous avons encore 2-3 minutes au standard avant de retourner sur le plateau. Vous êtes avec nous, vous nous appelez depuis un lieu précis dans le monde. Okay, bonjour et bienvenue. Bonjour à toute l'équipe de France Média et merci pour le travail que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. Et vous faites la fierté de l'Afrique. Mon intervention porte sur la question de l'Église. La question de l'Église, parce qu'en réalité, l'Église a toujours été du côté des malfaiteurs. Depuis que l'Afrique est l'Afrique, de l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation, il y a toujours eu l'Église derrière ça.
Voilà. Notre déperdition culturelle, c'est l'Église, c'est l'islam. Et je crois que notre président, voilà, notre président a lancé l'IPN, l'Institut des peuples noirs, en fait, qui regroupe tous les peuples noirs du monde, peuvent trouver une arène où ils vont discuter, se concerter, poser leurs problèmes entre eux. Et moi, je pense que c'est une approche pour amoindrir le mal de l'Église et le mal de l'islam. Oui, parce que vraiment, c'est un mal. Qu'on veuille ou pas, c'est un mal en ce sens que l'Église regroupe toutes les banques et tous les dirigeants africains aujourd'hui qui nous ont détruits, qui nous ont pillés, faisant ça de concert avec les Occidentaux, gardent l'argent au Vatican. Voilà. Et les formules d'esclavage les plus barbares, c'est les musulmans qui l'ont pratiqué. Je ne suis contre ni aucune religion, ni rien, mais je sais que ces gens, il faut qu'on mette une distance entre nous. Voilà, c'était ça mon intervention. Parce qu'il y a des faits historiques qui nous traumatisent. Quand l'Église dit que l'esclavage sert à purifier l'esprit du noir, on n'oubliera jamais ce pape-là. Voilà. Quand l'Église fait sortir des sortes de traités pour dire qu'en réalité, quand de façon subjective on te traite de sorcier, on doit te brûler. Qui est le violeur des droits de l'homme? Donc c'est l'Église encore. Voilà. Et dans l'islam, on sait comment les Noirs sont traités. Voilà. Et tous les Maghrébins n'ont jamais considéré le Noir au même titre qu'eux. Voilà. Malgré tous les soutiens qu'on les a fait. Ils nous ont toujours traités comme des sous-hommes, des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est eux qui ont tout dans la tête. Alors que, selon les savants, selon les chercheurs, ils ont tout volé en Égypte antique. Voilà, merci à l'équipe de Forio Média, c'était Maïga Bouakar Douri. Vraiment, merci beaucoup. Mon intervention est terminée. Merci à vous également pour votre intervention. Un dernier appel et puis on retourne sur le plateau. S'il y a quelqu'un, allô, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bon, c'est Abba depuis Berlin. Ok. Berlin, quartier Sainte-Ville à l'extrême nord. Bon, pour moi, ma préoccupation est surtout au niveau du panafricanisme. Oui, c'est ça. Quand les gens pensent que les Occidentaux surtout, ils traitent les Africains, vous parlez qu'ils traitent les Africains. Je pense qu'on a perdu notre appelant. Malheureusement, vous pourrez peut-être tenter de revenir pour être plus audible et pour qu'on puisse répondre à votre préoccupation. C'est terminé au Standard. Retour sur le plateau pour discuter de notre
Notre thématique à l'ordre du jour, Albert Anatole a ici, les institutions de Bretton Woods donneront-elles, ou encore les institutions internationales, disons-le ainsi, donneront-elles l'occasion au continent africain d'être valorisé en 2025, de pouvoir participer aux décisions qui concernent le monde et surtout le continent. Fonds monétaire international, Banque mondiale ou encore Nations Unies, pour ne citer que celle-là. Albert Anatole ici, déjà, pourquoi miroiter ou encore lorgner une plus grande représentativité alors que certains estiment qu'il faudrait tourner le dos à ces institutions internationales? Écoutez, Madame Begoudé, déjà il faut noter sans aucune naïveté que les institutions internationales n'ont pas été créées pour favoriser soit l'émergence ou le développement de l'Afrique. Oui. Ces institutions internationales ont été créées pour régler les problèmes du bloc occidental. Il faut que ce soit clair. Lorsque vous parcourez l'ouvrage intitulé Le protocole de Toronto, vous avez... C'est clair dessus. Et le protocole de Toronto qui a été rédigé, je crois, avant 1884, c'est-à-dire avant la conférence de Berlin, mais c'est comme une sorte de bréviaire, n'est-ce pas, des implications bien de la politique du bloc occidental en Afrique. La deuxième chose, c'est que la question de la représentativité avec pouvoir de décision du continent africain dans les instances internationales ne peut se poser que lorsque l'Afrique elle-même peut parler d'une seule et même voix. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'Afrique lorsque les dirigeants africains vont participent ou vont dans les rencontres internationales, c'est la cacophonie. C'est de la cacophonie pas possible. C'est-à-dire qu'ils vont soit en bloc, soit en micro-État, soit en petit bloc sous-régionaux, soit en micro-État. Ce n'est pas l'Afrique qui parle ça devrait être le rôle de l'Union africaine, c'est-à-dire parler d'une seule et même voix pour les intérêts de l'Afrique et des Africains. La seconde chose, est-ce que vous avez sur le continent africain un pays qui dispose d'une arme de dissuasion? Je ne pense pas. La troisième chose, et il faut le dire clairement, que les institutions internationales, c'est des institutions racistes qui ne sont pas là pour... elles sont là uniquement pour capter, pour instrumentaliser les opinions africaines. Elles sont là pour un peu pomper nos cerveaux, comme c'est le cas, et de plus en plus, avec la fameuse immigration choisie. Elles ne sont pas là pour permettre l'Afrique... Je prends le cas de trois institutions internationales. D'abord, l'ONU. L'ONU, au sein de l'ONU, vous avez, par exemple, l'Union européenne. C'est un bloc de 27 États, mais qui a quand même au moins 10 représentants au niveau du Conseil de sécurité, soit en tant que membre permanent avec droit de veto, soit en tant que membre non permanent. Le continent africain, ce n'est pas le cas. Un continent qui a 54 États, qui ne dispose d'aucune place au Conseil de sécurité avec droit de veto, qui ne dispose de pratiquement pas de plus de 2 places comme membre non permanent. C'est une injustice pas possible. Ils vous disent clairement que vous êtes des figurants. Et je pense que les Africains ne peuvent pas accepter le rôle de figurant dans une telle institution qui exige, de notre point de vue, d'être soit dissoute, soit refondue. Soit réformée, autant pour moi. Donc, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la troisième chose. La quatrième chose, allons au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce que l'Afrique est représentée de ce côté? La plupart des matières premières qui sont exploitées sur le continent africain, transportées à l'état brut, leur prix est fixé où? Sur le continent africain? Est-ce que leur prix est fixé sur le continent africain? Leur prix n'est pas fixé sur le continent africain. Leur prix est fixé sur le marché de Londres, de Paris,
sur la bourse de Londres, sur la bourse de Londres, de Paris, de Washington et consorts. C'est ça qui est la question, c'est-à-dire vous pouvez avoir... Le Niger ne peut pas avoir son uranium qui est exploité, extrait du Niger, et son prix est fixé au marché, à la bourse de Paris, ou bien à la bourse de Londres, ou bien à la bourse de Washington. C'est absolument inacceptable. Et c'est injuste. La banane camerounaise ne peut pas être cultivée au Cameroun, transportée dans les bateaux, et le prix est fixé au marché de Paris, n'est-ce pas, la bourse de Paris. C'est pas absolument, c'est inacceptable. Donc il faut donc, nous avons besoin justement d'un commerce équitable. Et là, une fois de plus, il y a un problème. Le cacao camerounais, le cacao ivoirien, n'est-ce pas, cultivé par les planteurs ivoiriens, camerounais, gagnants, le prix, il est fixé où? Le prix est fixé au marché de Paris, à la bourse de Paris ou bien de Washington ou de Londres. C'est absolument inacceptable. C'est injuste. Voilà donc, je prends un dernier exemple pour démontrer comment est-ce que, n'est-ce pas, l'Afrique, bien que représentée, n'a pas un pouvoir de décision. Oui. Prenons le cas n'est-ce pas, de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. On a mis notre figurant là, c'est un reptilien, parce qu'il avait que... Mais est-ce que pour autant, il est capable de contrôler le système sanitaire ou médical mondial? Je ne pense pas. Il est au service des Big Pharma. Parce que, en réalité, l'OMS, c'est l'outil des Big Pharma. C'est ça qui est la question. Ah oui, c'est ça qui est la question. Donc, on peut multiplier des exemples comme ça où l'Afrique peut être représentée, mais n'a aucun pouvoir de décision. Je veux revenir sur cette organisation qui est présentée comme celle qui devrait être un instrument de paix et de justice mondiale, l'ONU. Au sein même de l'ONU, vous avez des pratiques racistes et xénophobes. Mais de tout temps, vous avez un secrétaire général qui vous parle d'un monde juste, qui vous parle de paix, du respect du droit international, mais sauf que là-bas, les principaux financiers ne font qu'à leur tête. C'est-à-dire qu'ils vous fanfaronnent, n'est-ce pas, le respect du droit international, du droit humanitaire international, mais ils font tout le contraire. N'est-ce pas? Parlons par exemple du cas du respect des droits humains, qui est fanfaronné constamment par toutes les administrations américaines. Il a encore pratiqué sur leur territoire la peine capitale, avec injection létale. C'est important. Il est pratiqué en territoire américain, les traitements racistes de la police, entre autres. Je crois qu'il y a quelques jours, c'est un prisonnier, j'ai envie de dire, afro-américain qui a été tué, assassiné par, n'est-ce pas, les geôliers, le CODEM. Je crois que c'est Robert Brooke, je crois bien, qui a été assassiné par n'est-ce pas, par des geôliers. Ce sont des images qui sont devenues banales de ce côté. L'Arabie Saoudite a été présentée comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, mais où il est pratiqué non seulement des assassinats ciblés, mais également la peine de mort. Je crois que les États-Unis ont commencé à repartir de ce côté-là. Dans tous ces États-là qui vous disent qu'ils sont exigeants du respect des droits humains et des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que s'est-il passé? Est-ce que l'Arabie Saoudite a changé sa politique en matière des droits de l'homme pour que désormais il soit considéré comme une destination géopolitique et diplomatique et commerciale pour Paris, Washington et consorts? Je ne pense pas. Nous sommes dans un monde d'hypocrites. Il faut le dire clairement. Et quand vous êtes dans un monde hypocrite, vous devez changer la trajectoire de votre curseur géopolitique. C'est ça dont l'Afrique a besoin. Changer de curseur géopolitique dans le monde, j'ai envie de dire, dans le contexte des bascules géopolitiques actuellement en cours. Je n'ai pas le sentiment que l'Afrique aura une autre possibilité, une autre opportunité de changer de bascule géopolitique. Il y a eu plusieurs opportunités qui n'ont jamais été saisies par l'Afrique. Je crois que le contexte actuel,
où le bloc occidental est rejeté, y compris même par ses propres opinions publiques, l'Afrique a le droit de ne plus se tromper de chemin. Il ne s'agit pas d'être représenté auprès des instances internationales, il ne s'agit pas de ça. Il faut que l'Afrique ait une voix qui est respectée et qui porte. C'est ça qui est la question. Il ne s'agit pas d'être représenté, de se faire représenter. Non, il ne s'agit pas de ça. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est que le continent africain, c'est le continent mère de l'humanité. Contrairement à ce qui a été dévoyé, à l'histoire qui a été dévoyée, le continent, ils le disent, c'est le continent de l'avenir. Le continent qui a 31 millions de kilomètres carrés, une population de plus d'1 milliard, d'1 milliard 500 millions d'habitants, c'est-à-dire un espace économique. Le continent africain, c'est 54 États. Un continent qui est pourvu de matières premières, donc stratégiques. Ça veut donc dire que l'Afrique n'a pas besoin d'être représentée ou bien sollicitée d'avoir une autre décision ou bien un pouvoir de décision. Non. L'Afrique doit s'imposer. C'est ça qui est la question. Et pour que l'Afrique s'impose, il faut que l'Afrique apprenne à régler elle-même ses propres contradictions internes. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans les instances internationales, vous ne partez pas en tant que mendiant. Vous ne partez pas faire, n'est-ce pas, la manche. Vous partez avec une voix décomplexée. C'est-à-dire, un peu comme si ce n'est pas du côté de l'AES, c'est-à-dire que vous imposez le respect et vous exigez qu'il vous soit, n'est-ce pas, restitué ou bien rendu le respect que vous donnez aux autres. Parce qu'en fait, l'Africain, il sait ce que c'est que le respect. Merci Albert Anatole. Ici, Henri Atangana, le respect doit être imposé ou encore il doit s'arracher par les pays africains auprès des institutions internationales. Est-ce réellement possible? Vraiment, il nous reste quelques minutes. En quelques minutes aussi, vous pourrez répondre. Est-ce réellement possible quand les pays africains eux-mêmes militent pour avoir des sièges au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, et qu'on leur propose des sièges sans droit de veto, sans pouvoir de décision, et que la plupart du temps, malheureusement, le continent africain écope des décisions qui ont été prises par le reste du monde? Revenir sur une confusion que les gens font souvent. Les gens confondent souvent arabes, musulmans, blancs. Alors, je vais inviter, dans quelques minutes, beaucoup de ceux qui nous écoutent de regarder ce qu'on appelle les peintres orientalistes qui ont peint des Arabes. Et plus vous rentrez dans le temps, plus vous allez voir que les représentations des Arabes sont des Noirs. Donc, les gens confondent souvent Arabes, musulmans et blancs. Et en Afrique, il y avait tout type de couleur de peau, des plus foncés aux plus clairs. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est de peau claire qu'il est forcément non africain. Si vous allez à l'ouest du Cameroun, vous trouvez des gens qui ont des yeux verts. Voilà. Donc, je veux dire que ne mélangez pas ça, parce qu'il y a eu une confusion tout à l'heure entre tout ça. Et maintenant, je vais dire une chose, pour revenir à votre question de façon peut-être bref, c'est qu'en fait, ceux qui vont nous représenter là-bas, ceux qui militent, ce n'est pas des gens qui sont panafricanistes. Parce qu'ils ne raisonnent pas comme nous. Et c'est l'intérêt que nous avons à avoir une voix qui porte pour leur dire « raisonnez comme nous ». N'allez plus raisonner comme si vous allez mendier quelque chose. C'est l'intérêt du panafricanisme. Je fais très très court parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, je vais sortir par là. Merci madame. Merci à vous monsieur Atangana. Compréhension. Linda Labarui, on vous retrouve aussi. J'espère que vous serez très précise et concise, aussi bien que monsieur Atangana. Linda Labarui, plusieurs pays aujourd'hui sont des représentants du continent africain au sein de ces institutions internationales, mais ne participent pas forcément aux prises de décisions qui pourraient être bonnes ou mauvaises pour ce même continent. Par ailleurs, plusieurs avaient appelé à se détacher de ces institutions et permettre au continent africain de se réconcilier avec lui-même pour pouvoir prendre des décisions pour lui-même, c'est-à-dire le continent africain. Que penser de cela pour sortir de cette émission?
Nous avons besoin du reste du monde pour continuer à exister. La Russie n'a pas voulu s'isoler, la Chine n'a pas voulu s'isoler, donc je ne vois pas pourquoi l'Afrique s'isolerait. Tout ce qu'il faut, et je viens de vous l'envoyer, l'Union africaine a demandé à l'Union européenne de revoir tous ses contrats. Et je l'ai envoyé aussi à M. Henry. Donc l'Union africaine est en train de travailler. On ne peut pas s'isoler, c'est pas possible. On a besoin de technologie, on a besoin aussi d'accords. Il faut jouer à la politique des Occidentaux divisés pour mieux régner. Il y a l'Allemagne qui veut travailler correctement avec l'Afrique, il y a l'Italie qui veut travailler aussi correctement avec l'Afrique, et l'Italie, c'est le premier pays qui a mis le nez dans le dossier des migrants et qui a dit si on veut empêcher les migrants de venir en Europe, il faut développer l'Afrique. Et l'Italie va dans ce sens-là. Il y a les États-Unis, bien sûr, qui veulent tirer leur épingle du jeu, mais nous avons de quoi jouer. Nous avons la Russie et la Chine. Donc il faut diversifier ses partenaires, il faut revoir tous ces contrats, comme le fait actuellement l'Union africaine. Et je vais terminer par une chose, c'est que le dossier de l'esclavage est très très lourd pour l'Afrique. Nous sommes dans la libération du continent. Et puis plus tard, cette page, il ne faut pas la déchirer, on y reviendra, mais je crois que vous serez tout le monde sera surpris de savoir c'est quoi l'esclavage et par qui il a commencé. Il a commencé par des Blancs envers des Blancs. Ceux qui m'accusent de défendre l'Algérie, je ne défends pas l'Algérie, je défends le continent africain. Et tous les mots que j'utilise, tout ce que je donne comme analyse, j'envoie aux journalistes des preuves sur quoi je m'appuie. Quand je dis que l'Algérie a donné $1 milliard, elle n'a pas prêté. L'Algérie a essuyé également l'année dernière la dette de 14 pays africains. Donc, si l'Algérie est avec le terrorisme, je ne vois pas pourquoi l'Algérie va dans ce sens-là. Nous sommes tous dans le même bateau et l'Afrique du Nord est en Afrique. Donc, si on veut jouer la carte de l'occidental divisé pour mieux régner, continuer dans ce sens-là. Ceux qui viennent pour m'insulter, je ne suis pas là pour vous, je suis pour ceux qui veulent vraiment s'affranchir, et merci à tout le monde. Merci à vous, Madame Labarui, et merci pour votre résilience face à certains commentaires. On peut imaginer, et souvent on vous appelle à mettre un peu d'eau dans votre vin dans vos réactions. Ce que vous dites est peut-être vrai. Il faudrait mettre les gants avant d'exprimer vos vérités. Albert Anatole, ici, on sort de ce sujet avec vous ce matin, avec les quelques minutes qu'il nous restent. Vous pourrez dire un mot de fin comme les autres. Si les pays qui représentent encore les dirigeants africains sont critiqués lorsqu'ils représentent les institutions africaines au sein des institutions internationales, que faut-il faire? S'attendre à avoir des panafricanistes forcément qui viendraient prendre la défense des États africains, la défense du continent africain, mais cela pourrait-il arriver quand on se rend compte que les pays révolutionnaires, ou enfin avec à leur tête des révolutionnaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont pour la plupart du temps mis de côté à cause justement de la lancée de leur gouvernement dans leur pays? Permettez-moi de revenir rapidement pour mes thèmes. Je voudrais informer aux téléspectateurs qu'il y a un rapport de 2022 qui rapporte que les réserves d'or du Vatican sont estimées à 32,1 millions d'euros. Alors, est-ce que le Vatican a une mine d'or quelque part à Rome? Ça vient d'où? Un État, un micro-État, petit, pas plus de 700 km², mais qui est quand même plus grand en termes de richesse. Je crois qu'il faut voir à quel niveau se trouve l'erreur lorsque quelqu'un nous dit qu'il fait un plaidoyer en matière d'annulation de la dette des pays pauvres et consorts. Comme je l'ai dit, écoutez, Madame Bégoudé, je pense que nos dévanciers dans le combat panafricaniste avaient une vision claire de l'Afrique. Et si nous reprenons en tant que les descendants de ces combattants, nous ne devons pas dévoyer cette vision.
c'est-à-dire une Afrique décomplexée, unie et libre. Il ne s'agit pas d'avancer seul du tout. Nous sommes 54 États. Oui. Les États-Unis, ce sont les États-Unis qui sont devenus un bloc aujourd'hui, étaient exactement constitués comme l'Afrique. Mais il faut donc travailler dans cette dynamique, c'est-à-dire que nos 54 États ne deviennent qu'un seul État. Je crois que si 54 États deviennent un seul État, il y a des gens qui ne vont plus nourrir des projets de recolonisation militaire du continent africain. C'est qui est la question. Si la zone de libre-échange est opérationnelle, je crois qu'on n'aura plus besoin d'importer d'importer ce que nous devons manger chez les autres. Parce que la première sécurité est l'alimentaire. C'est ça qui est la question. Il faut donc que nous mettions en perspective, du moins ce qui nous dirige, qui pour la plupart ne sont pas des patriotes, c'est les France-Africains pour la plupart, ceux qui nous dirigent en tout cas qui ont une autre vision, soit ils sont des patriotes, soit ils sont des panafricanistes, comme eux, ils comprennent que la première sécurité est alimentaire. La seconde sécurité est militaire. Ça va justement permettre à ce que, ça va décourager les uns et les autres qui nourrissent les projets de recolonisation du continent africain à mettre de l'eau dans le vin. C'est important. Je veux sortir en disant que le continent africain doit choisir le véritable bloc. J'ai l'habitude de le dire, nous avons été dans le bloc occidental, qui est dirigé par les États-Unis, conduit par les États-Unis, l'OTAN. Nous voyons où ça nous a conduit. Ça a conduit le monde, ça a conduit le continent africain. Et comme par hasard, l'OTAN se retrouve à avoir des bases militaires sur le territoire africain, avec la complicité des dirigeants. L'OTAN n'a pas vocation à avoir un pied à terre sur le continent africain, parce que nous connaissons ces faits d'armes, les faits d'armes de l'OTAN. Donc, pour ces raisons, il va falloir rester ferme. Il faut être ferme là-dessus. Il n'y a pas à négocier. L'Afrique doit choisir le nouveau bloc qui s'appelle les BRICS. C'est clair. Le comme me dit que l'Union africaine est devenue membre du G20. Je me dis que c'est quoi cette histoire? L'Afrique du Sud est désormais membre du G20. Ça veut dire quoi? Ça nous concerne à quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire aller s'acoquiner avec le bloc criminel? C'est-à-dire le bloc des malfaiteurs. Ça fait que nous avons un problème. Nous avons un problème de conscience historique, Madame Begoudé. Or, c'est justement là le véritable problème. La solution, c'est là, avoir une conscience historique. Connaître qui sont nos amis, qui ne le sont pas, qui sont nos ennemis, du point de vue historique. Maintenant, pour ceux qui sont nos ennemis, que ce soit du point de vue historique, ou dans le cadre de nos rapports avec eux, ils peuvent attendre. On ne va pas privilégier les intérêts. Parce que si vous privilégiez les intérêts avec quelqu'un qui a organisé des razzias, des génocides, des pillages contre vos peuples, il y a un problème. Nous devons cultiver auprès de ceux qui nous écoutent chaque matin cette conscience historique de cette Afrique qui n'a pas besoin d'aller vers les ordres. Un peu comme au début, en 2022, j'ai vu des dirigeants africains aller commander les céréales ukrainiennes, les céréales russes. Une insulte à l'Afrique qui a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, dont au moins 70% qui sont des terres arabes. Merci à vous, Albert Anatole Haïssi. C'était le dernier mot sur ce sujet. Ce matin, c'est le dernier mot, en tout cas, dans ce programme. La dernière sortie de la semaine. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos plateformes Internet, For You Media Africa et sur notre télévision, sans oublier ceux qui nous ont écoutés sur notre radio panafricaine. On rappelle les titres ce matin. Nous parlions de cet appel à faire taire les armes et à annuler la dette des pays pauvres, lancée par le pape François lors de son allocution de fin d'année. Nous avons également discuté des institutions internationales et de la représentativité et la valorisation de l'Afrique en 2025. Retour donc sur cette politique étrangère envers l'Afrique dans ce programme. Et je remercie Albert Anatole Haïssi qui était avec nous sur ce plateau. Henri Tangana également, sans omettre Linda Labarui. Merci pour votre sacrifice. À très bientôt. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir, Abidjan.